À 5h11, heure locale, le guetteur tribord à bord du bâtiment de guerre américain se fige pendant une demi-seconde, puis se penche vers le téléphone à alimentation acoustique. Plusieurs petites embarcations sur un relèvement de 086 approchent rapide. Personne ne lui demande de répéter. Le centre d'information de combat les a déjà. 3 contacts de surface, profil bas, sans AIS, sans feu de navigation, naviguant dans l'obscurité dans la lumière grise juste avant l'aube. 18 milles nautiques à l'ouest du détroit d'Ormuz. La mer est calme, mais le tableau tactique ne l'est pas. Sur l'écran radar, les contacts se déplacent en ligne de front lâche, assez vite pour que ça compte, assez délibérément pour que ça semble mauvais. L'officier de quart de passerelle se rapproche des fenêtres avant tandis que le bâtiment de guerre fend l'eau à vitesse de transit constante. Pas de virage brusque, pas de voix élevée, juste le bourdonnement sourd des machines, le cliquetis discret des casques audio et la lueur des écrans se reflétant sur des visages entraînés à ne pas trop en montrer. En bas, au centre d'information de combat, un opérateur de quart marque les pistes et les lits à voix égales. Contact de surface, Sierra 1, Sierra 2, Sierra 3. Vitesse 32 nœuds et en augmentation. Aucune réponse à la sommation automatique. Le commandant est déjà sur la passerelle. Il n'y entre pas en se pressant. Il est simplement là, main dans le dos, regard vers l'avant, à l'écoute du rythme du navire. Cela seul change la température. Les marins se redressent. Les comptes rendus deviennent plus courts, plus nets. Passerelle pour le centre d'information de combat, dit-il. Un pavillon, des émissions, un temps. Négatif sur la IS. Transmission intermittente portative à faible puissance. Aucune signature commerciale. C'est suffisant. Le premier appel radio part sur le canal interpasserelle. Embarcation non identifiée. Ici, bâtiment de guerre des États-Unis opérant en eaux internationales. Vous approchez à vitesse dangereuse. Changez de cap immédiatement. Rien ne revient, sauf de la friture. Les contacts continuent de se rapprocher. À cette distance, ce ne sont encore que des formes dans l'aube. Des éclats noirs traçant des sillages blancs sur une eau plate. Mais la géométrie est mauvaise. Les bateaux civils ne s'approchent pas d'un bâtiment de guerre américain depuis plusieurs angles avant le lever du soleil, sans feu, sans identification et sans répondre à un appel. L'officier d'action tactique au centre d'information de combat affine l'image avec l'électro-optique. Des formes granuleuses apparaissent à l'écran. Coques étroites, en brun, signature thermique groupée bas et serrée. Puis l'un des opérateurs se penche en avant. Possible 4e source de chaleur sur l'embarcation de tête. Montée en poupe, personne ne dit ce que ce pourrait être. Pas encore. Le commandant ne détourne pas le regard des fenêtres. Établissez une veille renforcée. Équipe de sécurité sur le pont supérieur au poste. Restez maître de la situation, pas de sonnerie d'alarme. Pas de panique. L'ordre traverse le navire comme l'électricité dans un fil. Les écoutilles s'ouvrent, des semelles frappent l'acier. Une paire de marins armés prend position le long du pont intempérie. Sur l'aile de passerelle, les jumelles se lèvent à l'unisson. À 5h14, la distance tombe sous 11 milles nautiques. Les contacts se séparent. L'un dérive plus largement sur bâbord. Les deux autres continuent en droit. L'un légèrement en retrait de l'autre, comme s'il utilisait le sillage du bateau de tête. C'est subtil, mais dans un environnement militaire, la subtilité compte. Une embarcation façonne l'approche. Une autre l'encadre. Au centre d'information de combat, le tableau de surface se met à jour. Sierra 1 et Sierra 2 maintiennent une géométrie d'interception. Sierra 3 se décale côté bâbord. L'officier de quart de passerelle reprend le micro. Embarcation non identifiée. Ici bâtiment de guerre des États-Unis. Changez de cap maintenant. Vous approchez d'un navire bénéficiant de l'immunité souveraine. Le non-respect sera considéré comme une intention hostile. Toujours rien. La première image nette arrive à 8000 nautiques. L'image électro-optique se stabilise juste une seconde, assez longtemps pour transformer le soupçon en forme. L'embarcation de tête ne transporte pas de matériel de pêche. Pas de filet, pas de caisse, pas de ligne, juste des hommes. Plusieurs d'entre eux, vêtements sombres, silhouettes compactes. L'un assis bas près de la proue. Un autre tourné vers l'intérieur, tenant quelque chose de long en travers des genoux. Puis l'embarcation arrière se soulève sur une houle et la caméra la saisit. Une échelle, pas une corde, pas une tuyauterie de cargaison.
Une échelle d'abordage compacte arrimée le long du flanc de la coque. L'air semble perdre 1 degré. « Commandant », dit l'officier d'action tactique depuis le bas, la voix plus tendue maintenant. « Je recommande de classer comme menace probable d'abordage armé. » Le commandant répond immédiatement. « Faites-le, cela change tout. » Le compte-rendu est transmis, consigné, horodaté. Menace probable d'abordage armé. Le bâtiment de guerre ne vire pas. Il n'accélère pas brutalement. Il fait ce que les navires de la marine américaine sont construits pour faire sous pression. Il devient plus précis. Le détachement hélicoptère reçoit l'ordre de se mettre en attente. Les armes du pont supérieur restent pointées, mais disciplinées. Les caméras sont verrouillées. Chaque relèvement, chaque changement de vitesse, chaque avertissement sans réponse est enregistré. À 5h17, la distance tombe sous 5000 nautiques. Le contact bâbord Sierra 3 accélère brusquement. Maintenant, le schéma prend tout son sens. Une embarcation pour distraire, une pour encadrer, une pour approcher. L'appel interpasserelle retentit à nouveau, mais cette fois la réponse arrive enfin. Elle est brève, avec un accent, et trop calme. Bâtiment de guerre américain, maintenez votre cap. C'est tout. Pas d'identification, pas d'explication, juste un ordre donné à un bâtiment de guerre américain en eau libre. L'expression du commandant ne change pas. Négatif, dit-il dans le micro. Vous approchez d'un bâtiment de guerre des États-Unis de manière dangereuse et hostile. Faites demi-tour immédiatement. Pas de réponse. Aucune. À travers le vitrage avant, les embarcations sont maintenant visibles sans grossissement. Des formes dures se déplaçant sur une eau qui s'éclaircit, leur sillage s'élargissant derrière eux comme des entailles de couteaux. Sur l'embarcation de tête, une silhouette se dresse complètement. Casque, gilet, armes serrées contre la poitrine. Pas des pêcheurs, pas des passeurs qui improvisent, des commandos. Et ils ne font plus de reconnaissance. Ils approchent. À 5h19, l'une des embarcations est assez proche pour que les guetteurs du pont supérieur distinguent des visages. Une autre se soulève brusquement sur la houle, exposant sa proue un instant. Fixé là, clairement visible dans la lumière de l'aube, se trouve un système à grappin arrimé à côté de l'échelle. C'est le moment où le dernier doute disparaît. Au centre d'information de combat, un opérateur dit ce que tout le monde sait déjà. Ils se préparent pour la coque. Le commandant donne l'ordre suivant du même ton calme qu'il a utilisé toute la matinée. Maintenez le cap, tout enregistré. Préparez-vous à interdire l'abordage, parce que les hommes qui foncent vers le navire ne le filent pas en queue. Ils s'engagent. À 5h19, heure locale, la distance entre le bâtiment de guerre américain et l'embarcation rapide iranienne de tête est inférieure à 3000 nautiques. Ce n'est plus une approche, c'est un compte à rebours. Sur la passerelle, le commandant garde les yeux vers l'avant, tandis que le tableau tactique se resserre autour de lui. L'embarcation de tête est centrée sur l'avant tribord. Une deuxième navigue légèrement en arrière et plus largement, avec un espacement qui trahit des hommes entraînés, pas des passeurs affolés. La troisième reste à bâbord, toujours décalée, toujours dangereuse. 3 embarcations, 3 angles, un seul but. En bas au centre d'information de combat, les lignes de piste se resserrent sur les écrans. Sierra instable à 38 nœuds. Sierra 2 à 35. Sierra 3 maintient son décalage bâbord. L'officier d'action tactique n'a pas besoin d'en dire plus. Tout le monde dans la pièce peut le voir. Il façonne le navire. Les premières mesures d'interdiction commencent immédiatement. Le système d'annonce acoustique longue portée s'active sur le pont intempérie avant. Son avertissement amplifié déchirant le matin au-dessus de l'eau. Petites embarcations iraniennes. Ici, bâtiment de guerre des États-Unis. Vous approchez de manière hostile. Faites demi-tour immédiatement. L'avertissement se répète encore et encore. Pas de réponse. Seulement des moteurs. Des hors-bords rapides martelant la surface. Des coques rebondissant durement sur une légère clapot. Des embruns blancs jaillissant de leurs proues en rafales dures tandis qu'ils continuent d'avancer. L'officier de quart de passerelle donne l'ordre suivant sans hésiter. Équipe de sécurité du pont supérieur, armes en sécurité, surveillance uniquement. Le long du tribord, des marins en casque et gilets pare-balles se verrouillent en position derrière des armes montées et des protections. Leurs canons suivent les embarcations, mais personne ne tire. Pas encore.
Chaque mouvement est discipliné, mesuré, délibéré sans équivoque. C'est à ça que ressemble le contrôle de l'escalade sur un bâtiment de guerre américain. On montre la préparation. On ne la gaspille pas. À 5h20, le guetteur de l'aile de passerelle obtient une meilleure vue à travers l'optique grossissante. Embarcation de tête, 4 personnels visibles, un debout en poupe, un à l'avant avec la mise en place de l'échelle. Arme possible confirmée. Ce compte-rendu frappe fort parce qu'il confirme ce que la caméra suggérait déjà. Ces hommes ne sont pas là pour harceler, ils sont là pour monter sur de l'acier. Le commandant donne un seul hochement de tête. Lancez l'hélicoptère. Dans le dos, sur le pont d'envol, le détachement MH-60R est déjà en mouvement. Les rotors commencent à tourner. Lentement d'abord, puis plus vite, hachant l'air matinal en pulsations mécaniques dures. L'équipage du pont se baisse, baguette en main, tandis que l'hélicoptère passe de l'attente à l'action en quelques secondes. Ce n'est pas un geste dramatique, c'est un geste tactique. L'hélicoptère apporte vitesse, optique, angle et pression. Plus important, il place des yeux américains directement au-dessus de la menace. Au centre d'information de combat, le tableau de surface change à nouveau. Sierra 3 augmente sa vitesse. Contact bâbord maintenant à 40 nœuds. L'embarcation bâbord ne fait plus seulement du décalage. C'est un leurre. Son rôle est d'attirer l'attention sur le côté pendant que le couple tribord continue le vrai travail. Le commandant comprend immédiatement. Ne poursuivez pas l'embarcation bâbord. Maintenez la priorité tribord. C'est la bonne décision. Parce que pendant qu'une embarcation feinte, le deuxième contact tribord surgit soudainement devant le meneur, coupant plus serré à travers la route projetée du navire. C'est un mouvement de couverture classique. Une embarcation encadre, l'autre se referme derrière la distraction. Sur un navire civil, ce genre de confusion peut créer la panique. Sur ce navire, cela crée un meilleur ciblage. Le MH-60R décolle à 5h21. Le souffle du rotor balaie le pont. Les chaînes s'entrechoquent. Des embruns fouettent la mer tandis que l'hélicoptère s'incline vers l'avant et descend bas sur le côté tribord, accélérant vers les embarcations qui approchent. Depuis la passerelle, sa silhouette traverse l'horizon qui s'éclaircit, puis vire fort, se plaçant entre le navire et l'embarcation d'attaque de tête. Maintenant, la géométrie change. Les commandos ne foncent plus seulement sur un bâtiment de guerre. Ils le font sous un hélicoptère. L'équipage de l'hélicoptère active immédiatement les systèmes électro-optiques et infrarouges. L'image arrive nette et indéniable. Uniforme sombre, gilet pare-balles, fusil compact. Un homme agrippant le bastingage à côté de l'échelle d'abordage. Un autre accroupi sur un ballot près de la ligne centrale qui ressemble fort à du matériel d'escalade supplémentaire. Le pilote de l'hélicoptère effectue le premier passage bas et fort, pas imprudent, contrôlé, assez proche pour que le souffle du rotor frappe les embarcations de plein fouet. L'eau autour des embarcations iraniennes explose. Leur proue claquade plus fort. Un commando lève un bras pour se protéger le visage des embruns. Un autre se détourne, momentanément aveuglé par la turbulence et le bruit. Puis vient l'avertissement aéroporté. Petites embarcations iraniennes. Ici hélicoptère de la marine des États-Unis. Vous effectuez une approche dangereuse et hostile sur un bâtiment de guerre américain. Rompez immédiatement. L'avertissement est diffusé en anglais, puis répété. Cette fois, l'une des embarcations répond enfin. Seulement 3 mots. Maintenez votre cap. Pas de nom de navire, pas d'identification d'unité, pas de démenti, pas d'explication, seulement un ordre. Comme s'ils croyaient encore que le navire allait se figer et les laisser finir leur approche. Au lieu de cela, le bâtiment de guerre américain commence à interdire l'approche par des moyens en deçà du tir. Un léger ajustement de barre, pas assez pour rompre le transit, juste assez pour épaissir le sillage tribord et modifier l'angle de fermeture. Pour un observateur extérieur, cela paraîtrait minime. Pour une embarcation rapide qui charge à proximité, cela change tout. L'eau le long de la coque devient plus agitée, plus violente, plus difficile à contrôler lors d'une approche d'abordage finale. À 5h22, l'embarcation iranienne de tête est à moins de 1400 mètres. Trop proche. Sur les images de l'hélicoptère, un commando se lève en position semi-agenouillée et lève le bras dans un signal clair vers l'avant. Allez-y. L'embarcation de couverture vire plus serrée. L'embarcation à l'échelle se glisse dans son sillage.
Depuis l'aile de passerelle, un guetteur crie ce que l'optique confirme déjà. Ils font leur approche. L'hélicoptère descend encore plus bas. Le bâtiment de guerre maintient son cap. Les armes restent pointées. Pas de tir. Pas encore. Mais la fenêtre d'abordage s'ouvre maintenant. Et tout le monde sur cette passerelle sait que les quelques secondes suivantes décideront si ces hommes atteignent la coque ou sont stoppés dans l'eau. À 5h22, heure locale, la fenêtre d'abordage s'ouvre et les commandos iraniens la saisissent. L'embarcation de couverture vire brusquement à travers l'avant-tribord du bâtiment de guerre américain, projetant embrun et sillage dans une dernière tentative de briser le suivi visuel. Derrière elle, l'embarcation à l'échelle disparaît une fraction de seconde dans le bouillonnement, puis réapparaît plus proche, plus rapide, et exactement là où elle avait besoin d'être. Sur l'aile de passerelle, l'annonceur de distance ne hausse pas la voix. Contact tribord à moins d'1 mille. C'est assez proche pour distinguer des détails à l'œil nu. Pas des formes, pas des silhouettes. Des hommes. L'un à la proue, accroupi bas à côté du système à grappin. Un autre derrière lui, avec un fusil compact serré contre la poitrine. Un troisième agrippant le bastingage à 2 mains, tandis que le bateau claque sur les vagues. Leurs visages sont difficiles à distinguer dans la lumière qui vacille, mais leur posture dit tout. Ils ne testent plus les réactions, ils s'engagent sur la coque. Le commandant observe encore un battement, puis donne l'ordre vers lequel le navire se construisait depuis le premier contact visuel. Interdisez l'abordage. Rien de plus. Pas de discours. Pas d'éclat. Juste 2 mots prononcés platement. Sur le tribord, les équipes de sécurité montées resserrent leur secteur. Sur la passerelle, l'officier de quart ordonne une correction de barre plus prononcée. Toujours contrôlée, toujours légale, mais plus subtile. Le sillage du bâtiment de guerre s'épaissit en un mur mobile d'eau fracassée. Une turbulence blanche bouillonne le long du tribord, transformant la voie d'approche finale en une bande violente de remous. Pour un bateau civil, ce serait déjà trop. Pour une embarcation d'abordage militaire, c'est encore possible, ce qui explique pourquoi l'hélicoptère descend plus bas. Le MH-60R descend jusqu'à ce que le souffle de son rotor martèle la surface autour des embarcations rapides comme une artillerie invisible. La mer en dessous s'aplatit, puis explose vers l'extérieur. Des embruns balaient la proue de l'embarcation iranienne. Un commando perd l'équilibre et tombe sur un genou. Un autre saisit l'échelle pour l'empêcher de se décrocher. De l'hélicoptère vient un dernier avertissement. Embarcations iraniennes, rompez immédiatement. Vous tentez d'aborder un bâtiment de guerre des États-Unis. Faites demi-tour maintenant. Pas de réponse. À la place, le commando de tête lève une main et la tranche vers l'avant. Allez-y, l'embarcation accélère. À 5h23, la distance s'effondre sous 700 mètres. Sur les images de l'hélicoptère, le système à grappin est maintenant indéniable. Ensemble de grappins à l'avant. Échelle télescopique compacte au centre. Au moins 4 hommes armés à bord. L'un d'eux s'est déplacé vers la proue et s'apprête à se lever. Au centre d'information de combat, l'officier d'action tactique prononce ce que la passerelle attendait. Tentative d'abordage hostile confirmée. Cela change à nouveau les règles. La réponse du commandant est immédiate. Tir d'avertissement. À la ligne de flottaison devant la proue. L'ordre passe sur le pont supérieur en un instant. Une arme montée ouvre le feu en courte rafale disciplinée. Pas sur le bateau, pas sur les hommes, mais dans l'eau juste devant la trajectoire de l'embarcation rapide. Les projectiles frappent comme des marteaux d'acier, perçant des colonnes blanches dans la mer. Des embruns éclatent sur la proue iranienne en nappe violente. L'effet est immédiat, mais pas décisif. L'embarcation marque le pas une demi-seconde, puis continue. Cela dit à l'équipage tout ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas de la vantardise, c'est de l'intention. Le commandant n'hésite pas. Détruisez le moteur. La rafale suivante est plus serrée, contrôlée, précise, mécanique. Des projectiles couturent le quart arrière. À la 3e rafale, le hors-bord explose dans un éclair brutal de métal et de brume. Le carter du moteur se fragmente. Une fumée noire jaillit vers le haut. L'embarcation rapide gîte fort sur tribord, soudainement privée de poussée propre, et percute de flanc dans le sillage bouillonnant du bâtiment de guerre. C'est alors que toute l'approche s'effondre. La proue se soulève. L'échelle se décroche d'un côté. Un commando plonge vers le bastingage et manque sa prise, s'écrasant épaule contre un autre homme, tandis que le bateau roule violemment sur l'eau fracassée.
Le système à grappin ne quitte jamais le pont. L'embarcation se déplace encore, mais sans contrôle, pas vers la coque, seulement en travers de celle-ci. Derrière eux, l'embarcation de couverture tente désespérément de combler l'écart elle-même. L'hélicoptère la capte instantanément. Le MH-60R pivote, descend plus bas et souffle la deuxième embarcation avec un tel souffle de rotor que la proue dévie de sa trajectoire. En même temps, les tireurs du pont supérieur déplacent leur visée et suivent. Pas de tir encore, juste une surveillance indéniable depuis le haut et depuis le flanc du navire. Le message est maintenant clair dans toutes les directions. Une pression de plus et ça empire. Pendant quelques secondes, la deuxième embarcation continue de pousser. Puis le sillage du bâtiment de guerre la rattrape à son tour. La coque claque, le bateau bondit, proue haute, perdant son angle propre. L'un des hommes à bord attrape le bastingage à deux mains. Un autre se retourne pour regarder l'embarcation de tête désactivée qui dérive en traînant de la fumée et gît de flanc dans le remous. La formation est brisée. Le moment est passé. Ce qui avait été une tentative d'abordage coordonné en couche quelques secondes auparavant n'est plus qu'une approche brisée sous un hélicoptère, sous des armes, à côté d'un mur mobile d'acier et d'eau qui n'a jamais cessé d'avancer. À 5h24, l'embarcation de tête désactivée est morte dans l'eau. Poupe basse, moteur détruit. Un filet de fumée noire maculant l'aube. La deuxième embarcation rompt d'abord à tribord, pas dans un virage tactique propre, mais dans une rupture brusque et laide qui projette des embruns loin dans le matin. L'embarcation leurre bâbord, toujours au-delà de la zone d'interdiction immédiate, commence également à élargir son arc. Quelle que soit la structure de commandement qui les avait amenés, elle se disloque en temps réel. Mais la passerelle ne se relâche pas, parce qu'à proximité du détroit d'Ormuz, les assauts ratés ne sont souvent que la première couche. Au centre d'information de combat, un autre opérateur se penche vers son écran. Nouvelles émissions sur le relèvement nord-nord-est, balayage radar intermittent. Personne ne jubile, personne ne parle à moins d'y être obligé. Le commandant regarde vers l'avant tandis que l'hélicoptère tourne en cercle au-dessus de l'embarcation rapide endommagée et que les deux bateaux survivants prennent de la distance. La première équipe a terminé, dit-il doucement. Trouvez pour qui il travaillait. Parce que les hommes qui ont tenté d'aborder le navire ont échoué. Mais l'eau autour du détroit d'Ormuz parle encore, et quelque chose au-delà de ces embarcations vient juste de commencer à répondre. À 5h24, heure locale, la première tentative d'abordage est terminée. L'embarcation rapide iranienne de tête dérive, poupe basse, moteur soufflé. Un filet de fumée noire maculant l'aube. La deuxième embarcation rompt fort sur tribord. La troisième, l'embarcation leurre bâbord, élargit déjà la distance. Mais sur le bâtiment de guerre américain, personne ne confond le retrait avec la sécurité. Au centre d'information de combat, le tableau de surface est toujours allumé. 3 embarcations rapides, une désactivée, 2 qui se séparent, hélicoptère au-dessus, équipe de sécurité sur le pont supérieur, armes pointées, toutes les caméras tournent. Cela seul suffirait à la plupart des navires pour déclarer le danger contenu. Pas ici, parce que maintenant l'opérateur de guerre électronique prend la parole. Nouveau balayage sur le relèvement 027, radar intermittent côté rivage ou contact de surface important. La passerelle se fait encore plus silencieuse qu'avant. C'est le détail qui transforme l'incident d'une tentative d'abordage ratée en quelque chose d'autre, quelque chose de plus vaste. Le commandant se tourne légèrement vers le répéteur tactique. Classifié. En dessous, l'équipe du centre d'information de combat travaille vite. Bande de fréquence, impulsion, répétition, balayage, durée. Il ne devine pas. Il trie, sépare le bruit du dessin. Un bâtiment de guerre ne survit pas dans des endroits comme le détroit d'Ormuz en réagissant à la chose la plus bruyante. Il survit en trouvant le schéma derrière elle. Une autre voix arrive de l'hélicoptère. Passerelle, hélicoptère 1. Visuel sur l'embarcation désactivée. 4 personnels à bord. Personne n'entre dans l'eau. Les deuxième et troisième embarcations se regroupent au nord. Attendez. Possible contact aérien sans pilote. En haut à droite. Sans feu. Source de chaleur unique. Cela frappe fort. Des embarcations en bas. Un balayage radar inconnu au-delà d'elles. Maintenant quelque chose dans les airs. Le commandant ne paraît pas surpris. Il paraît confirmé.
Les commandos n'ont jamais été le plan entier. Ils étaient la première couche. À 5h25, la suite de guerre électronique du navire passe en pleine activité. Pas avec du bruit, pas avec du théâtre, juste avec précision. Les antennes pivotent, les récepteurs s'affûtent. Les bibliothèques de signaux commencent à comparer le nouveau balayage avec les schémas connus. Radar de conduite de tir, radar de recherche de surface, surveillance côtière. La réponse compte, et elle compte vite. L'officier de quart de passerelle donne l'ordre suivant. Venez à droite de 5 degrés. Augmentez la séparation latérale par rapport à l'embarcation désactivée. Petit mouvement, grand effet. Le bâtiment de guerre américain ne fait plus seulement interdire l'abordage. Il se déplace latéralement hors d'une possible boîte d'engagement. Pas de demi-tour, pas d'attarde près du bateau iranien endommagé. Pas d'offre d'une image cible fixe aux observateurs à terre. Le navire continue de se déplacer, continue de façonner la géométrie, continue de refuser d'être cloué sur place. C'est la différence entre une réaction tactique et une conscience opérationnelle. Sur l'aile de passerelle, un guetteur scrute l'horizon avec une optique stabilisée. Pas de grande coque visuellement. État de la mer dégagé, négatif sur la silhouette côtière. Cela signifie que la source radar peut être plus éloignée, cachée ou aéroportée. Le MH-60R vire au nord et monte, échangeant la surveillance immédiate contre de l'altitude et une portée de capteurs. L'équipage passe de la surveillance directe au balayage grande surface. L'infrarouge balaie la ligne de flottaison. La caméra zoome au-delà des 2 embarcations rapides qui se retirent et vers le bord pâle de l'aube. Puis l'opérateur capteur repère quelque chose. Drone possible sur le relèvement 03-1. Altitude basse. Il suit depuis la distance. Il n'attaque pas, ne plonge pas, il observe juste. Ce qui est pire, parce que observer signifie coordination. Au centre d'information de combat, le tableau tactique commence à se connecter. L'embarcation leurre bâbord, l'embarcation à l'échelle tribord, l'embarcation de couverture, le balayage radar retardé, le drone possible transmettant depuis le haut. Ça s'assemble trop bien pour être de l'improvisation. Quelqu'un a construit cette approche en couches. Non pas pour remporter directement un abordage, mais pour créer des frictions tactiques, coincer le bâtiment de guerre dans un moment étroit, forcer une réaction, peut-être exposer des procédures, peut-être le maintenir en place assez longtemps pour que quelque chose de plus grand entre dans le tableau. Mais la fenêtre se ferme déjà. Le bâtiment de guerre américain en sort. À 5h26, le commandant donne un ordre qui dit tout sur qui contrôle encore cette rencontre. Ne poursuivez pas les embarcations qui se retirent. C'est de la discipline. Ce serait facile de chasser, facile de lâcher l'hélicoptère sur les 2 bateaux qui s'éloignent maintenant. Facile de laisser l'adrénaline de la tentative d'abordage ratée entraîner le navire dans une prolongation désordonnée du combat. Au lieu de cela, l'équipage fait ce que font les professionnels. Elle élargit la focale. L'officier de guerre électronique obtient enfin assez de fidélité pour faire la première évaluation. Balayage radar cohérent avec une recherche de surface maritime, pas une conduite de tir, se répétant à intervalles irréguliers, probablement un appui de guidage ou de suivi. Appui. Ce seul mot confirme la logique de l'événement entier. Les commandos étaient là pour s'approcher. Autre chose était là pour observer ce qui se passerait quand ils le feraient. De l'hélicoptère arrive une autre mise à jour. Hélicoptère 1 pour la passerelle. Contact drone qui s'éloigne. Je répète, le contact s'éloigne. Pas d'approche plus proche. Cela signifie 2 choses. Premièrement, les observateurs ont obtenu ce pourquoi ils étaient venus. Deuxièmement, ils savent que le bâtiment de guerre le sait. À 5h27, les 2 embarcations iraniennes survivantes commencent à ouvrir la distance pour de bon. Plus de façonnage, plus de couverture, plus de prétention d'avoir encore l'initiative. Leur sillage s'allonge, leur formation se relâche. Le drone disparaît vers le nord. Le balayage radar devient plus faible, moins fréquent, plus prudent. Et sur le bâtiment de guerre américain, la pression commence enfin à s'inverser. La passerelle est toujours tendue. Les armes restent pointées. L'hélicoptère est toujours en l'air, mais le centre de gravité a changé. Il y a 5 minutes, l'équipe iranienne dictait l'approche. Maintenant, elle réagit à un navire qui a lu à travers la première attaque, refusé la deuxième et refusé de rester là où le piège plus grand voulait qu'il soit.
Le commandant observe l'horizon encore un moment, puis parle sans hausser la voix. Il voulait nous figer sur les embarcations. Personne ne répond. Personne n'a besoin de le faire, parce que maintenant c'est évident. La tentative d'abordage n'a jamais été seulement une question de crochet en acier et d'échelle contre une coque. C'était une question de geler un bâtiment de guerre américain sur place assez longtemps pour qu'une autre couche compte. Mais la couche derrière le piège est arrivée trop tard ou a trop attendu. À 5h28, le bâtiment de guerre américain est dégagé des eaux les plus dangereuses autour de l'embarcation désactivée. Les embarcations rapides se retirent vers le nord. Le drone suspecté a disparu. Le balayage radar s'estompe, non pas parce que la menace était imaginaire, mais parce que le navire s'est déplacé plus vite que le plan derrière elle. Et dans des endroits comme le détroit d'Ormuz, c'est ainsi qu'on survit à la deuxième menace. Pas en gagnant le premier affrontement, en voyant celui derrière avant qu'il ne se referme. À 5h28, heure locale, l'eau autour du bâtiment de guerre américain commence à s'ouvrir à nouveau. Pas parce que la menace était petite, mais parce que la réponse était plus grande que les hommes qui étaient venus sur ces embarcations. Au nord, les deux embarcations rapides iraniennes survivantes courent maintenant pour prendre de la distance. Leur sillage allongé et inégaux dans la lumière du matin. L'embarcation de tête désactivée dérive toujours derrière elle, à moitié morte dans le clapot, la poupe noircie, le moteur détruit, l'échelle d'abordage ratée pendant de travers sur le flanc comme un morceau d'intention abandonné. Au-dessus de tout cela, le MH-60R tourne en cercle large et régulier. Caméra verrouillée, enregistrant chaque seconde. Sur la passerelle, personne ne célèbre. Le commandant maintient le navire sur le cap. Même relèvement, même discipline, pas de virage de victoire brusque, pas de poursuite de représailles. Juste un bâtiment de guerre américain continuant en eaux internationales après avoir refusé une tentative d'abordage armé en moins de 10 minutes à partir de la première confirmation visuelle. C'est la partie que la plupart des gens ne comprennent jamais dans ces rencontres. Gagner n'a pas toujours l'air bruyant. Parfois, ça ressemble à un navire qui n'a jamais cessé de se déplacer. Au centre d'information de combat, le vrai travail de l'après commence déjà. Le tableau des menaces est toujours plein, mais maintenant les données comptent plus que l'adrénaline. Les opérateurs rembobinent les images électro-optiques image par image. Échelle d'abordage, matériel de grappin, silhouette d'armes, type de casque, espacement de formation, quelle embarcation a fait la couverture, laquelle portait l'équipe d'assaut, laquelle s'est déplacée en premier quand les tirs d'interdiction ont frappé. Les réponses sont capturées en temps réel, pas devinées plus tard. L'équipe de guerre électronique fait de même avec les signaux. Balayage radar intermittent venant du nord. Transmission portative des embarcations. Une brève transmission de commandement ordonnant au navire américain de maintenir son cap. Puis le schéma qui s'affaiblit lorsque le drone tourne et que la couche de soutien recule. Tout est horodaté, consigné, stocké. C'est là le retournement caché dans l'assaut raté. L'équipe iranienne est arrivée en croyant que la proximité leur donnait le pouvoir. Mais la proximité est un échange à double sens. Plus ils se sont rapprochés, plus ils ont révélé. À 5h30, l'hélicoptère signale aucune nouvelle approche des embarcations qui se retirent. Aucune embarcation supplémentaire ne perce depuis l'horizon. Pas de fumée de missiles, pas de contact de surface secondaire se déplaçant pour combler l'écart. Le contact drone a disparu. Le balayage radar de soutien présumé s'est presque fondu dans le bruit plus large du Golfe. La pression est terminée. L'image demeure. Et cette image est mauvaise pour les hommes qui ont construit l'opération. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était un moment, une image. Un bâtiment de guerre américain contraint à la confusion près du détroit d'Ormuz. Des commandos iraniens assez proches pour toucher la coque. Des marins américains réagissant sous pression. Peut-être un clip de propagande, peut-être un message politique, peut-être une humiliation en zone grise qui pourrait être amplifiée avant que quiconque puisse expliquer ce qui s'était vraiment passé. À la place, le seul enregistrement complet appartient au navire qu'ils ont essayé de piéger. Cela compte. De retour sur le pont d'envol, le MH-60R se pose à 5h34. Le souffle du rotor balaye le pont tandis que l'hélicoptère s'installe et que les chaînes reviennent. L'équipage en sort vite, pas avec le relâchement d'hommes rentrant d'une surveillance de routine, mais avec le rythme ciselé de gens qui savent dès qu'ils étaient juste au-dessus du bord de quelque chose de plus grand.
Leur package de capteurs est encore chaud des images. Leurs microphones conservent encore les appels d'avertissement. Leurs systèmes conservent encore l'image d'hommes armés tentant de pousser une échelle d'abordage contre le flanc d'un bâtiment de guerre américain et échouant sous la pression. En dessous d'eux, les équipes de sécurité du pont supérieur restent en position quelques minutes de plus. Les armes restent pointées jusqu'à ce que la distance s'ouvre complètement. Personne ne suppose que le Golfe a fini de parler juste parce qu'il s'est tu. À 5h36, le commandant donne enfin l'ordre. Rétrograder d'un niveau de vigilance. Maintenez la veille de surface complète. Pas de rétrogradation complète. Pas ici. Près du détroit d'Ormuz, au calme et sécurité ne sont pas la même chose. Le trafic de messages commence presque immédiatement. Priorité flash. Chronologie initiale du contact. Classification de la menace. Mesures d'interdiction. Tir d'avertissement. Neutralisation du moteur. Couche de surveillance de soutien présumé. Possible surveillance par drone. Chaque ligne est nette, factuelle, difficile à contester et encore plus difficile à déformer. Des heures plus tard, quelque part loin de la chaleur et des embruns de cette rencontre à l'aube, des analystes du renseignement rejoueront chaque seconde. Ils étudieront la géométrie d'approche des commandos, l'espacement entre les embarcations, la façon dont l'embarcation leur a tenté d'élargir l'attention américaine, le moment exact où l'embarcation à l'échelle s'est engagée, la courte transmission radio ordonnant au navire américain de maintenir son cap, le soutien radar s'affaiblissant depuis le nord, le drone qui s'est éloigné au moment où le plan plus large s'est effondré. Et de tout cela, ils construiront quelque chose de plus précieux qu'un clip dramatique. Un schéma. Comment ces équipes se déplacent quand elles pensent que la surprise est encore de leur côté? Comment elles coordonnent quand elles croient qu'un bâtiment de guerre américain est figé sur place? À quelle vitesse elles s'effondrent quand ce bâtiment de guerre refuse de se figer? Avant le lever du soleil, le bâtiment américain est plus à l'est, toujours en mission, coque sèche, pont intact. Abordage refusé. Les embarcations iraniennes ont disparu. L'embarcation désactivée est laissée derrière pour que d'autres y réfléchissent. La mer est lumineuse maintenant, presque indifférente, comme si rien du tout n'avait failli se passer. Mais quelque chose s'est passé. Des commandos iraniens se sont approchés assez près pour croire qu'ils avaient une chance, assez près pour montrer leur équipement, assez près pour exposer leur méthode, assez près pour révéler la couche de soutien derrière eux. Et c'est là la dernière ironie de cette rencontre. Ils sont venus pour prendre le contrôle du moment. À la place, ils ont remis à la marine américaine un enregistrement complet de la façon dont ils se battent quand ils pensent qu'ils ont enfin l'avantage. Non, l'histoire ne s'est pas terminée avec des commandos sur le pont.